Je me souviens parfaitement de la première fois où j'ai vu un ingénieur en chef d'une marque allemande travailler sur un prototype. Nous étions sur une piste d'essai privée et la voiture semblait poussive, comme endormie. L'ingénieur n'a pas branché un ordinateur à 10 000 $. Il s'est simplement assis au volant, a effectué une série de pressions sur les pédales et de tours de clé qui ressemblaient à du code de jeu vidéo, et soudain, la voiture s'est réveillée avec une brutalité agressive. Nous, les constructeurs, programmons les voitures pour le conducteur moyen, lent et imprudent, m'a-t-il dit en fermant la portière. Mais le matériel a toujours un potentiel caché que l'électronique d'origine tente de brider. Ce jour-là, j'ai réalisé que la plupart d'entre nous conduisons des versions bridées de nos propres véhicules. Pendant des années, dans les garages, j'ai vu ces méthodes gardées secrètes, car, si tout le monde les connaissait, les visites chez le concessionnaire pour les mises à jour logicielles disparaîtraient. Aujourd'hui, je vais révéler ces astuces qui flirtent avec la légalité, mais qui fonctionnent mieux que ce que n'importe quel manuel du propriétaire oserait admettre. Réinitialisation de votre transmission adaptative. Si vous constatez que votre voiture automatique ne réagit plus avec la même vivacité qu'à l'état neuf, que les changements de vitesse vous semblent lourds ou lents, ou que le système hésite longuement avant de rétrograder lorsque vous appuyez sur l'accélérateur, il ne s'agit pas forcément d'un signe de défaillance mécanique de la transmission. Dans la grande majorité des cas, il s'agit simplement d'un problème de mémoire de la transmission. Les transmissions automatiques modernes, qu'elles soient à convertisseur de couple, à double embrayage ou même certaines transmissions à variation continue, CVT, utilisent des algorithmes d'apprentissage adaptatif complexes. Ces systèmes analysent en permanence votre utilisation de l'accélérateur, votre vitesse en virage et votre style de conduite global. Si vous avez passé les 6 derniers mois à circuler dans des embouteillages, à rouler au pas ou à optimiser votre consommation de carburant en adoptant une conduite extrêmement économique, le calculateur de la transmission, appelé unité de commande de la transmission ou TCU, a ajusté les temps de croisement des embrayages et les pressions des soupapes pour une conduite aussi souple, lente et économique que possible. En résumé, vous avez habitué votre voiture à être paresseuse et sans caractère. L'astuce technique pour forcer la transmission à oublier ses mauvaises habitudes consiste en une procédure de réinitialisation adaptative profonde. Il ne s'agit pas d'une simple réinitialisation, c'est un nettoyage complet de la mémoire volatile du calculateur. Sur la plupart des véhicules des 15 dernières années, notamment les marques européennes et américaines, il existe une séquence cachée qui semble tout droit sortie d'un manuel d'espionnage. Moteur éteint, tournez la clé de contact en position « marche ». Tous les voyants du tableau de bord s'allument, mais le moteur ne démarre pas. Appuyez ensuite fermement à fond sur la pédale d'accélérateur en veillant à actionner le commutateur de surmultiplication ou de rétrogradation situé en fin de course. Maintenez la pédale dans cette position pendant exactement 30 à 40 secondes. L'astuce du voyant de courtoisie. La plupart des conducteurs paniquent lorsque le voyant moteur s'allume et se précipitent chez le garagiste le plus proche. Ils se voient souvent facturer 50 à 100 $ simplement pour brancher un scanner et obtenir un diagnostic. Ce que les constructeurs automobiles préfèrent taire, c'est que de nombreuses voitures sont équipées d'une fonction d'autodiagnostic d'urgence intégrée au tableau de bord. Conçue à l'origine pour les techniciens, cette fonction ne nécessite aucun outil externe. Cette astuce est considérée comme illégale par les garages car elle vous permet de contrôler les informations avant qu'ils ne vous proposent une réparation inutile ou le remplacement d'un capteur superflu. Chez des marques comme Chrysler, Jeep ou Dodge, cette astuce est connue sous le nom de « séquence de la clé ». La procédure consiste à insérer la clé et à la tourner 3 fois rapidement de la position de verrouillage à la position de contact, sans démarrer le moteur, en terminant la séquence en position de contact. Si vous procédez correctement, l'affichage numérique du compteur kilométrique cessera d'indiquer le kilométrage total et affichera une série de codes alphanumériques, tels que P0300 ou P080. Ces codes constituent le langage universel de la voiture pour vous indiquer précisément le problème. Mais l'astuce ne s'arrête pas là. Sur de nombreux modèles japonais et certains modèles européens plus anciens, le système de diagnostic est activé par un cavalier sur les connecteurs ou par une séquence impliquant l'éclairage d'accueil du plafonnier. En appuyant sur certains boutons du contacteur de porte ou sur le bouton de remise à zéro du compteur kilométrique, l'ordinateur passe en mode clignotant.
Le voyant moteur se mettra alors à clignoter selon une séquence d'impulsions longues et courtes, une sorte de code Morse automobile. Par exemple, 2 clignotements longs suivis de 3 brefs correspondent au code 23. Calibrage du capteur TPS avec un multimètre. Le capteur de position du papillon, TPS, est un composant essentiel qui assure la liaison entre votre pied droit et le calculateur moteur. Son rôle est d'envoyer un signal électrique variable indiquant précisément l'angle d'ouverture du papillon, permettant ainsi au calculateur de calculer instantanément le mélange air-carburant. Au fil des années, la chaleur extrême du compartiment moteur et les vibrations constantes peuvent entraîner un décalibrage de ce capteur. La piste en carbone interne s'use ou les vis de fixation se déplacent de quelques fractions de millimètres. Il en résulte le symptôme le plus redouté des conducteurs passionnés: le temps de réponse de l'accélérateur. Lorsque vous appuyez sur la pédale, la voiture semble mettre un certain temps avant que le régime moteur ne monte. Les manuels d'entretien modernes affirment que le TPS est une pièce scellée non réglable et que, s'il tombe en panne, il doit être remplacé, ce qui coûte souvent très cher. Cependant, les mécaniciens expérimentés et les préparateurs de voitures de course savent qu'il s'agit d'une demi-vérité destinée à gonfler les ventes de pièces détachées. Presque tous les capteurs TPS possèdent des trous de fixation légèrement ovales permettant une rotation minimale. À l'aide d'un multimètre numérique réglé sur la tension continue, DC, vous pouvez mesurer le signal du capteur. Moteur arrêté mais contact mis, la plupart des véhicules nécessitent une tension de 0,5 volts exactement, papillon des gaz complètement fermé. Si la tension est de 0,4 volts, le calculateur interprète mal l'ouverture du papillon, ce qui provoque un mélange pauvre et des à-coups. Si la tension est de 0,6 volts, le système injecte trop de carburant, ce qui étouffe la réponse initiale. La solution consiste à desserrer légèrement les vis du capteur et à le faire pivoter avec précision tout en observant l'affichage du multimètre jusqu'à obtenir la valeur de tension d'origine. Nettoyage des injecteurs par cycle de charge maximale. L'industrie des additifs pour carburant engrange des milliards de dollars chaque année en vendant des flacons colorés qui promettent de nettoyer vos injecteurs et de restaurer la puissance perdue. La dure réalité technique est que la plupart de ces produits ne sont rien d'autre que du kérosène raffiné, additionné de quelques détergents dilués, inefficaces, voire inefficaces, sur les dépôts de carbone durci et les vernis cristallisés. Le meilleur nettoyant pour injecteurs au monde ne se trouve pas dans une station-service. Il est produit au sein même de votre moteur, dans des conditions physiques spécifiques. Dans le jargon, on appelle cette technique le réglage italien ou le cycle de charge maximale. Les injecteurs modernes possèdent des orifices microscopiques qui s'encrassent de résidus de carbone résultant d'une combustion incomplète, surtout si vous conduisez fréquemment à bas régime pour économiser du carburant. Cette technique, considérée par beaucoup comme illégale en raison des vitesses et du bruit qu'elle implique, consiste à emprunter une autoroute dégagée et à rouler en sous-régime, par exemple en 3e ou 4e, en maintenant un régime moteur constant entre 4000 et 5500 tours par minute pendant au moins 20 à 30 km sans s'arrêter. L'objectif n'est pas d'atteindre des vitesses de circuit, mais plutôt de maintenir le moteur sous forte charge thermique. Ce faisant, la pression dans la rampe d'injection atteint son maximum et la température à l'extrémité de l'injecteur, dans la chambre de combustion, atteint le point de pyrolyse. Dans cet état, les dépôts de vernis et de carbone se ramollissent et sont pulvérisés par le flux important de carburant, puis naturellement évacués par le système d'échappement. Erreur de réinitialisation de la mémoire de ralenti. Vous avez probablement déjà rencontré ce problème ou vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu. Après avoir effectué un entretien de base comme le nettoyage du boîtier papillon ou le remplacement du filtre à air, vous constatez que le ralenti de votre voiture est devenu instable. Le régime moteur fluctue de manière incontrôlée, ou le moteur monte jusqu'à 1500 tours par minute à l'arrêt, par exemple à un feu rouge. Cela se produit car le calculateur moteur, ECU, possède une mémoire d'apprentissage à long terme qui stocke les valeurs nécessaires au bon fonctionnement du moteur lorsque le boîtier papillon était encrassé. Le nettoyage du boîtier papillon modifie certes les conditions d'admission d'air, mais le calculateur continue d'appliquer les anciennes valeurs. Le concessionnaire vous proposera alors de brancher son outil de diagnostic pour effectuer une réinitialisation forcée du ralenti.
Une opération qui prend 2 minutes et qui vous coûtera une fortune. La solution pour effacer cette mémoire d'erreur sans outil spécifique consiste à décharger complètement le condensateur à l'aide d'un fil de pontage. La procédure est la suivante. Débranchez les 2 câbles de la batterie, d'abord le négatif, puis le positif. Une fois les câbles débranchés et éloignés des bornes de la batterie pour éviter les étincelles, reliez-les à l'aide d'un fil de démarrage ou simplement en les touchant pendant au moins 10 à 15 minutes. Cela force la décharge complète de tous les condensateurs internes du calculateur, effaçant ainsi la mémoire vive volatile où sont stockées les données d'apprentissage adaptatif erronées. Une fois la batterie rebranchée, le calculateur sort de son état de « mémoire morte » et effectue un diagnostic en temps réel. Constatant que le corps de papillon est désormais propre et permet un flux d'air optimal, il recalibre automatiquement le ralenti à ses valeurs d'usine après quelques kilomètres. La manipulation de la tension de l'alternateur. Cette manipulation frôle l'illégalité car elle consiste à manipuler directement la gestion de l'énergie du véhicule. Sur les voitures modernes, les constructeurs programment les alternateurs pour qu'ils chargent à des tensions très basses, souvent autour de 13,5 volts, afin de réduire la charge mécanique sur le moteur et d'économiser une infime quantité de carburant pour respecter les normes anti-pollution. Or, du point de vue des performances pures, un moteur à combustion interne fonctionne bien mieux lorsque le système électrique fonctionne entre 14,2 et 14,5 volts. À cette tension plus élevée, la bobine d'allumage génère une étincelle beaucoup plus puissante et chaude à la bougie, assurant une combustion complète et rapide du mélange et optimisant ainsi l'énergie de chaque goutte de carburant. De plus, les injecteurs, qui sont des électrovannes, réagissent plus rapidement et plus précisément aux impulsions de tension plus élevées. Sur de nombreux véhicules, le régulateur de tension détermine la charge à effectuer en fonction d'un signal de référence provenant d'un capteur de température de la batterie ou d'un fusible de détection appelé Sense. L'astuce des préparateurs à l'ancienne consiste à insérer une diode basse tension dans le câble de signal allant à l'alternateur. Cette diode crée une chute de tension artificielle d'environ 0,5 volts dans le signal reçu par le régulateur. De ce fait, le régulateur croit que la tension du système est inférieure à sa valeur réelle et ordonne à l'alternateur d'augmenter sa puissance pour compenser. Cette légère augmentation modifie instantanément le comportement de la voiture. Activation des fonctions cachées via le menu « Ingénierie ». Votre tableau de bord, aussi moderne soit-il, vous induit délibérément en erreur. Les constructeurs ont constaté que les conducteurs s'inquiètent lorsque l'aiguille de la jauge de température du liquide de refroidissement fluctue constamment en fonction de la circulation ou des dénivelés. Ils ont donc programmé les aiguilles et les indicateurs numériques pour qu'ils restent exactement au centre tant que le moteur se situe dans une plage sûre de 75 à 105 degrés Celsius. Le problème, c'est que lorsque l'aiguille bascule dans la zone rouge, le moteur est déjà en surchauffe critique. Si vous souhaitez vraiment prendre soin de votre voiture, vous devez accéder aux informations réelles lues par l'ordinateur de bord. Presque toutes les voitures modernes équipées d'écrans numériques ou de systèmes d'infodivertissement possèdent ce que l'on appelle le menu ingénierie ou menu service. Sur les modèles du groupe Volkswagen, Mercedes-Benz ou BMW, on y accède à l'aide de combinaisons de touches qui ressemblent à des codes secrets, comme maintenir le bouton menu enfoncé pendant 10 secondes, tout en tournant la molette de volume dans une direction spécifique. L'accès à ce mode débloque une multitude de données techniques en temps réel, normalement réservées aux techniciens d'usine. Vous pouvez ainsi consulter la température exacte de l'huile moteur en degrés Celsius, la pression réelle du turbo en barre, la tension précise de la batterie et, surtout, la vitesse numérique réelle mesurée par les capteurs ABS, éliminant ainsi la marge d'erreur de 5% inhérente au compteur de vitesse d'origine nécessaire pour éviter les amendes. Réglage de précision du frein à main. La grande majorité des conducteurs, et malheureusement de nombreux mécaniciens inexpérimentés, tentent de régler un frein à main desserré en serrant l'écrou situé sous le levier à l'intérieur de l'habitacle. Il s'agit d'une grave erreur technique qui finira par endommager le système. Régler le frein à main au niveau du levier ne fait qu'étirer les câbles d'acier et déséquilibrer la tension entre les deux roues arrière sans améliorer l'efficacité du freinage. La véritable technique de précision,
celle utilisée par les mécaniciens expérimentés pour obtenir un freinage optimal, s'effectue directement sur l'essieu arrière, là où se produit le frottement. Que votre voiture soit équipée de freins à tambour arrière ou de freins à disque avec un petit tambour auxiliaire interne pour le stationnement, il existe un mécanisme appelé molette de réglage. La technique consiste à soulever l'essieu arrière, à retirer un petit bouchon en caoutchouc situé sur le disque de frein, puis à utiliser un tournevis plat pour faire tourner manuellement cette molette de réglage interne. L'objectif est d'écarter les mâchoires de frein jusqu'au blocage complet de la roue, puis de desserrer le réglage de 3 ou 4 crans jusqu'à ce que la roue tourne à nouveau librement, avec un léger frottement audible. En effectuant ce réglage précis sur les 2 roues arrière, vous obtenez non seulement un frein à main court, ferme et précis, mais surtout, vous alignez les garnitures de frein pour que la pédale de frein de service réagisse plus haut et offre une réponse beaucoup plus immédiate. Ceci est possible grâce à l'élimination du jeu mort des pistons arrière. C'est la différence entre une voiture au freinage mou et une voiture offrant une réponse puissante et équilibrée dès le premier millimètre de pression sur la pédale. Décalaminage thermique artisanal. C'est sans doute l'opération la plus redoutée des ateliers spécialisés dans la réparation des culasses. L'injection d'eau est une technologie utilisée sur les avions de chasse de la Seconde Guerre mondiale pour refroidir les chambres de combustion et augmenter la puissance. Dans le cadre de l'entretien courant, elle sert à effectuer un nettoyage interne en profondeur, impossible à égaler avec des additifs chimiques. Le problème des moteurs modernes, notamment ceux à injection directe, réside dans l'accumulation de dépôts de carbone sur les têtes de piston et les soupapes. Ce carbone agit comme une éponge, absorbant le carburant et créant des points chauds qui provoquent des cliquetis, endommageant le moteur à terme. Cette technique, qui doit être exécutée avec une précision chirurgicale pour éviter un choc hydraulique, consiste à introduire un fin brouillard d'eau distillé par le système de dépression d'admission, moteur à température de fonctionnement et tournant à environ 2500 tours par minute. Lorsque l'eau pénètre dans la chambre de combustion à plus de 800 degrés Celsius, elle se transforme instantanément en vapeur à haute pression. Ce changement d'état physique crée un effet de nettoyage par choc thermique qui déloge les dépôts de carbone les plus tenaces, les transformant en poussière qui est expulsée par l'échappement. L'astuce du capteur d'oxygène avec une entretoise. En 2026, les normes anti-pollution sont devenues si strictes que l'ordinateur de bord d'une voiture allumait le voyant moteur et limitait la puissance du moteur dès qu'il détectait une baisse d'efficacité du catalyseur de 95% à 85%. Un catalyseur neuf et d'origine pouvait coûter des milliers de dollars, dépassant souvent la valeur de revente d'une voiture de 10 ans. C'est là qu'intervient l'astuce de l'entretoise, ou leurre, pour le capteur d'oxygène secondaire. Une pratique considérée par de nombreuses autorités comme une modification des systèmes de contrôle des émissions, mais qui permet de faire des économies considérables. Le capteur d'oxygène aval a une fonction unique: vérifier le bon fonctionnement du catalyseur. Si les gaz qui le traversent sont trop similaires à ceux qui entrent dans le système, l'ordinateur de bord considère le catalyseur comme défectueux. L'astuce consiste à installer une pièce métallique qui éloigne le capteur du flux direct des gaz d'échappement, ne laissant entrer qu'un petit échantillon au contact de son extrémité. Plus éloigné et recevant un flux d'air réduit, le capteur envoie un signal de gaz propre au calculateur. Ceci empêche le passage en mode dégradé et permet au moteur de continuer à fonctionner avec sa cartographie d'injection optimale. C'est une solution mécanique simple qui rétablit le bon fonctionnement du véhicule lorsque les systèmes électroniques tentent de vous contraindre à le mettre hors service prématurément à cause d'une pièce qui, même si elle ne fonctionne pas parfaitement, lui permet de rouler sans problème. L'astuce de l'huile de transmission dans les moteurs diesel. Les moteurs diesel modernes équipés de systèmes Common Rail sont des machines d'une précision étonnante, mais ils ont un point faible. Le gazole actuel a une très faible teneur en soufre afin de respecter les normes environnementales. Or, le soufre agissait comme lubrifiant naturel pour la pompe haute pression et les injecteurs, qui fonctionnent à des pressions supérieures à 2000 bars. Sans cette lubrification, les composants métalliques subissent une usure par frottement à sec, générant à terme des microparticules métalliques qui finissent par détruire tout le système d'injection. L'astuce interdite, utilisée par les routiers qui parviennent à parcourir plus d'1 million de kilomètres,
consiste à ajouter une proportion précise d'huile de transmission automatique, ATF, pour moteur 2 temps au réservoir de carburant, environ 250 ml pour 60 litres de gazole. Cette huile est conçue pour brûler sans laisser de cendres et possède des propriétés lubrifiantes supérieures à haute température. Mélangée au gazole, elle crée un film protecteur sur les pistons de la pompe et les aiguilles des injecteurs, réduisant ainsi l'usure et le bruit métallique du moteur. Bien que les constructeurs avertissent que cela peut endommager le filtre à particules, la réalité technique de 2026 démontre qu'un système d'injection bien lubrifié produit une combustion plus propre, compensant largement tout résidu d'huile. C'est la différence entre une pompe d'injection qui lâche à 150 000 km et une autre qui dure toute la vie du véhicule. Rénovation des phares par polymérisation en phase vapeur. Oubliez les kits de polissage du commerce ou le dentifrice. Ces astuces ne durent que quelques semaines avant que le plastique du phare ne jaunisse et ne redevienne opaque. Le problème ? Le polissage élimine la couche protectrice UV d'origine du polycarbonate. La solution ultime, considérée comme dangereuse en raison de la toxicité des vapeurs si aucune protection n'est utilisée, est la polymérisation chimique en phase vapeur à l'acétone. Après avoir poncé le phare avec du papier de verre fin de grain 1000, 2000 et 3000 pour éliminer l'oxydation, on utilise un récipient chauffant spécial pour vaporiser un polymère liquide. Au contact du plastique, la vapeur provoque une réaction chimique qui fait fondre la surface du polycarbonate et la recouvre d'une nouvelle couche de polymère transparent et ultra résistant. Le résultat ? Une finition d'origine avec une clarté optique parfaite, inaltérable au soleil. Si la réglementation de certains pays encadre cette méthode en raison de la manipulation délicate des produits chimiques, elle reste la seule solution efficace pour redonner à votre voiture toute sa luminosité sans se ruiner en achetant de nouveaux phares. Il s'agit d'un procédé de restauration de qualité industrielle mis à la disposition de l'utilisateur averti qui n'a pas peur de se salir les mains pour voir clair dans l'obscurité. Protection thermique du système d'admission. La thermodynamique est simple. L'air froid est plus dense et contient davantage d'oxygène, ce qui permet de brûler plus de carburant et de générer plus de puissance. Le problème, c'est que les ingénieurs, par souci d'économie d'espace et de coût, placent souvent les conduits d'admission en plastique juste au-dessus du moteur ou près du radiateur, où l'air se réchauffe avant d'entrer dans les cylindres. Chaque augmentation de 10 degrés de la température de l'air d'admission peut entraîner une perte de puissance moteur allant jusqu'à 3%. L'astuce de la protection thermique consiste à utiliser un ruban adhésif réfléchissant en aluminium haute température, voire un isolant thermique utilisé dans le bâtiment pour envelopper l'ensemble du conduit d'admission et du boîtier du filtre à air. En créant cette barrière réfléchissante, on empêche la chaleur rayonnante du moteur de préchauffer l'air entrant dans la chambre de combustion. Il s'agit en somme d'un système d'admission d'air froid artisanal aussi performant, voire plus, que les kits en fibre de carbone onéreux qui coûtent des milliers d'euros. Dans notre atelier, nous avons mesuré des baisses de température d'admission allant jusqu'à 15 degrés Celsius après la pose de cette protection, ce qui se traduit par une réponse à l'accélérateur bien plus vive et un moteur qui conserve toute sa puissance même par forte chaleur. C'est un gain de performance pur et simple que les constructeurs négligent pour des raisons esthétiques. Procédure de rodage tardif des segments. Nous voici arrivés à la première place avec la technique la plus controversée, mais aussi la plus efficace, de toute la mécanique de survie. Nombre de moteurs se mettent à consommer de l'huile non pas parce qu'ils sont hors d'usage, mais parce que les segments de piston se sont glacés après des années de conduite urbaine trop souple. Dans ce cas, les segments n'assurent plus une étanchéité correcte avec les parois des cylindres, ce qui permet à l'huile de remonter et à la compression de chuter. Le manuel d'utilisation vous indiquera qu'une réfection complète du moteur est nécessaire. Cependant, il existe une procédure appelée rodage tardif ou dynamique des segments. Cette technique consiste à remplacer l'huile par une huile minérale de haute qualité, sans additifs anti-friction excessifs, et à emmener la voiture sur une route vallonnée. Une fois le moteur à température de fonctionnement, il faut accélérer à fond de 2000 à 5000 tours par minute en troisième, puis, et c'est crucial, relâcher complètement l'accélérateur et laisser le frein moteur ramener le régime à 2000 tours par minute. En répétant ce cycle 10 ou 15 fois,
On génère des pressions positives et négatives extrêmes à l'intérieur du cylindre, ce qui redonne au moteur toute sa vigueur et sa puissance, érodée par des années de circulation dense. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous possédez désormais le savoir qui distingue un simple conducteur d'un véritable expert en mécanique. Nous avons décortiqué chaque élément, des composants de la transmission à la physique des segments de piston, révélant des astuces que beaucoup jugeraient tabous, mais qui ne sont rien d'autre que l'application pure de la science et de l'expérience, au-delà des impératifs commerciaux des constructeurs.